Salut Henri. Bonjour Emmanuel, comment allez-vous? Je vais bien, mais vous avez l'air en pleine forme là. Oui. Hein, vous avez une nouvelle coupe de cheveux. Oui. Hein, ça présage l'été. Oui. Vous savez, le mystère n'est pas très épais. C'est que mon épouse a des talents de coiffeuse. Ah oui. Donc c'est elle qui me coupe les cheveux. Et elle le fait que tous les 4 ou 5 mois. Alors, quand ils sont coupés, hier. ils sont très courts. C'était la semaine dernière. Bon. Puis après, dans 4-5 mois, ils seront un peu plus longs. Bon. Bien, alors, donc, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un mois. Oui, ça fait un mois, c'est beaucoup quand même. Nous avons comme ça ainsi reposé nos lecteurs. Oui, enfin nos visionneurs. Nos visionneurs. Nos visionneurs. Vous avez fait récemment un article qui a eu un gros succès, qui était intéressant, et on va un peu parler du sujet là. Cet article a touché les gens. Il parlait du suicide des gens qui sont désespérés, donc des entrepreneurs, agriculteurs, professions libérales, c'est-à-dire des gens qui ont pris le risque dans leur vie et qui ont, en principe, pour une raison ou une autre, échoué et qui en sont arrivés à avoir une telle honte de leur échec, finalement, que ils abandonnent la vie, ils se suicident. Et parmi ces gens, une partie non négligeable arrive à ces extrémités à cause de la pression fiscale ou de la pression des charges sociales. Oui. Donc c'est ce que vous avez... RSI, RSI, voilà, les charges sociales RSI. Voilà. Donc c'est ce que vous avez expliqué dans ce... Alors, je trouve que c'est intéressant qu'on en reparle. Alors, comme on a une expérience, nous, à ce sujet-là... Ah oui, on a une expérience de la désespérance, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Ça ne nous a pas amené encore au suicide, mais bon, on ne sait jamais. Et donc cette désespérance, on peut expliquer à ceux qui ne la connaissent pas, à ceux par exemple qui ont envie de regarder ce que l'on dit mais qui ne sont pas pour autant entrepreneurs, qui peuvent très bien avoir une autre activité. Oui, mais ça à ce moment-là, ils ne deviendront plus entrepreneurs. Hein. Oui, mais enfin, il faut qu'ils sachent comment ça se passe. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'on vit. Hein. Donc, en clair, on est en train de vivre, d'essayer de survivre. Bon, c'est très compliqué, le monde de l'économie, quand on est un acteur, parce que c'est instable. Là, je crois que la grande particularité de l'économie, c'est son instabilité. Bon. Alors, cette instabilité fait que on n'a pas le temps de s'occuper d'autre chose. Et puis un jour, pour une raison ou pour une autre, arrivent donc les brigades fiscales ou les brigades du RSI ou les brigades de l'URSSAF, enfin toutes les brigades, il y a plein de brigades. Arrive une brigade chez vous, et là, ça dépend de comment ça va se passer, mais la plupart du temps, ça se passe quand même pas bien. Enfin, assez souvent, ça se passe pas bien. Alors pour vous, ça a été d'une grande violence. Vous, ils sont arrivés directement avec les flics, en cassant les portes et en faisant des... Moi, ça a commencé, c'est très simple, ça a commencé par des perquisitions. Voilà, alors bon, c'était un peu l'état d'urgence. Hein, si oui, vous êtes dans le voilà. Schéma maximum. Voilà, absolument, je suis passé tout de suite au maxi. Donc j'ai eu 18 perquisitions, au même instant évidemment, le même jour, la même heure, dans toute la France. Bon. Donc c'était le matin de bonne heure, hein, puisque à l'époque, il n'y avait pas l'état d'urgence, et donc on ne pouvait pas vous perquisitionner avant 6 h du matin. Bon. Alors déjà, il faut savoir que pour avoir 18 perquisitions dans toute la France, il faut avoir une activité dans toute la France. Donc vous étiez assez gros, même un très gros entrepreneur, avec 50 salariés. Donc oui, non, à cette époque-là, j'en avais même plus. Plus que ça. Puisque j'avais grosso modo 6-7 discothèques dans toute la France, dont la locomotive qui était le phare. D'accord, voilà. Donc c'est important de savoir que vous étiez quelqu'un d'entreprenant, vous avez démarré avec rien, et donc vous avez créé un vrai petit empire économique. Bien fragile. Oui, comme tous les empires économiques, mais enfin bon, qui ne serait pas mort sans le fisc. Alors on y reviendra. Bon. Donc ils arrivent, paf, ils cassent tout, enfin bon... Ils perquisitionnent, voilà, ils perquisitionnent. Bon. Alors, vous êtes dans un schéma d'une grande violence. Pour les autres, la plupart du temps, ça se passe plus simplement. Voilà, ils passent à la deuxième étape que moi j'ai eue. Donc eux, ils ont directement cette étape-là au départ, c'est-à-dire le contrôle fiscal. Voilà. Alors, ceux qui ont le contrôle fiscal voient arriver des brigades, mais il y en a même qui n'ont pas le contrôle fiscal, qui voient directement arriver la facture. Oui, ça, il y en a qui ont... Peut-être, ça, je sais pas. Si, alors il y en a qui ont directement la notification, le redressement, ça s'appelle, sans même avoir vu personne. Bon. Alors là, c'est la première étape. Donc, première étape, donc, on voit qu'il y a différents schémas, mais ça finit toujours par une facture. Donc on vous donne une facture en vous disant, monsieur,
Faut payer. Il faut payer, vous êtes un tricheur. Bon, et là, tout d'un coup, vous devenez un tricheur. C'est-à-dire que pour les gens, alors vous savez très bien que vous n'avez rien fait, mais pour les autres, votre banquier, vos fournisseurs, en fait tous les gens Ça avec y est, qui vous êtes dans la travaillez, trappe. vous êtes un tricheur. Voilà, déjà, premier problème. Ouais. Bon. Alors, à la suite de ça... Donc, si vous voulez, à la suite de ça, vous avez deux possibilités. Soit vous acceptez ou vous essayez de négocier, mais en acceptant, ou soit, comme malheureusement je l'ai fait, c'était tellement exorbitant et ça reposait sur rien, puisque il faut savoir que les agents du fisc font des affirmations et ces affirmations passent pour des preuves après. Alors qu'il vous avez beau amener vos preuves, etc., tout le monde s'en fout. Bon. Donc, ils mentent. Ils mentent, bien sûr, ils mentent. Ils trichent, ils mentent. Ça, c'est pas, bon, on va y revenir. De toute façon, on a bien le Poisa qui le dit, on va y revenir, qui a quand même travaillé 37 ans là-dedans. Hein. Bon. Donc, moi, j'ai eu le malheur de croire, vu que c'était tellement énorme et j'avais les preuves du contraire, hein, du contraire de ce que disait cet agent, ce contrôleur, j'ai cru que les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes, j'ai cru en la justice, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, d'abord, c'est pas possible, je vais les convaincre de mes preuves. Donc il y a toute une marche à suivre, vous savez, l'inspecteur principal, l'inspecteur divisionnaire. Oui, voilà, il faut expliquer. Il faut expliquer à ceux qui nous regardent que la charte du contribuable, le montage, l'apparence du montage est parfaite. C'est-à-dire qu'on vous explique que si jamais vous avez un problème, pas de problème, il faut tout de suite... allez voir le supérieur. Évidemment, le supérieur étant supérieur, puisqu'il est supérieur, il va évidemment être meilleur, sauf qu'on ne vous a pas dit qu'il n'est pas supérieur pour vous, il est supérieur pour imposer davantage la sauce, mais il n'est pas supérieur. Voilà. Bon, on va voir le supérieur, après rien n'est perdu, vous allez voir la justice, et après vous avez tout le déroulement. Non, après, le problème, c'est qu'on ne va pas voir la justice. Parce qu'encore, si on va voir la justice, moi je l'ai vu, j'ai eu relativement des bons résultats. Non, on va voir ce qu'on appelle le tribunal administratif, c'est-à-dire la justice, entre guillemets, administrative. Bon. Et là, c'est la suite, de Bercy. C'est la justice quand même. Mais alors, on va donc là aussi y revenir. Donc on a cette étape, et là, on commence à rentrer. Alors, on est rentré au départ dans un étouffement, puisque donc tout d'un coup, dès la notification, on commence à manquer d'air, d'oxygène, puisque l'oxygène c'est quand même la monnaie, et que donc dès qu'on a ces notifications, on n'a plus de monnaie. Le banquier ne vous en donne plus parce que nous sommes tous pareils. On était obligé de le mettre dans son bilan. Nous sommes dans une société, parce qu'il faut quand même comprendre, nous sommes dans une société où le fisc, où l'État nous a obligés à emprunter. Parce que le système fiscal est ainsi fait que vous ne pouvez pas acheter de matériel, vous ne pouvez pas acheter, l'entrepreneur ne peut pas acheter un camion neuf, une grue neuve, en la payant. Parce qu'on n'arrive jamais à mettre de côté, à cause de la fiscalité, les sommes qu'il faudrait pour acheter le camion. Donc le fisc vous dit, vous avez qu'à emprunter, vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt, plus l'immobilisation, et vous allez voir, c'est formidable. Donc de ce fait, la plupart des gens que vous voyez, tous les gens que vous voyez partout, les entrepreneurs qui ont des belles camionnettes, les représentants qui ont des belles voitures, tout ce petit monde, photocopieurs, tout ça c'est à crédit. C'est en leasing. Voilà, tout ça à crédit, donc on a absolument besoin du banquier. Or, dès que vous avez une notification, paf, le banquier... Fini. Ouais. Fini, vous ne connaissez plus. Hein. C'est le Bernard Hermé. Il rentre dans sa coquille, c'est fini. Vous pouvez taper, terminé. Alors je lui dis, moi, écoutez, j'ai contesté, ça ne tient pas la route. Elle me dit, oui, je comprends bien, monsieur Bolling, bien sûr. Oui, vous avez raison, mais je ne peux plus vous accorder un franc de découvert. Parce que le banquier, lui qui vous dénonce au fisc constamment, il sait très bien que le fisc est une cochonnerie. Donc quand il vous voit, pauvre couillon, en train de dire, monsieur le banquier, vous inquiétez pas, vous allez voir, j'ai raison, il se marre. Parce qu'il a déjà participé à toutes les dénonciations, il sait exactement comment ça marche, donc il rigole. Et puis je ne suis pas le premier qui voit dans ce cas-là. Voilà. Donc il rigole. Voilà. Donc on a commencé par un étouffement, et puis petit à petit, on va arriver au stade où on manque d'air, et en plus on va commencer à manquer d'énergie psychologique, parce qu'on va commencer à se désespérer quand on va voir que le supérieur, que la réclamation qu'on fait qui est obligatoire ne sert à rien, quand on va rencontrer le supérieur qui va carrément très poliment se moquer de nous, et quand on va aller au tribunal administratif, où on va voir qu'il y a là ce qu'on appelle un rapporteur public, qui est un menteur professionnel, qui est une cochonnerie, parce que normalement, sur le papier, c'est pareil, le rapporteur public, c'est quelqu'un qui devrait être au-dessus des parties. Alors, le rapporteur public, il n'est ni magistrat, ni avocat, il est un espèce d'expert. C'est l'expert qui donne son avis. Et il ment.
Ah, vous voyez, c'est un petit peu comme si l'expert de l'ADN, par exemple, montait. Vous voyez, personne ne peut imaginer qu'un expert ment. Ben, si, le rapporteur public, Oui, il ment. attendez, personne ne peut imaginer qu'un expert mente. Mais personne ne peut imaginer aussi qu'un contrôleur fiscal assermenté mente. Eh bien, il ment aussi. Oui. Donc tout le monde ment là-dedans. Oui, voilà. Alors, et ils mentent, ils considèrent que leur mensonge est légitime parce qu'ils présupposent que dès que vous êtes un acteur économique, vous êtes un tricheur. C'est-à-dire qu'ils présupposent, et il y a une propagande à ce sujet, donc ils présupposent d'une manière très claire qu'à partir du moment où vous voulez gagner de l'argent, vous allez être quelqu'un qui va mentir. Bon, et que donc, si on ne vous allume pas, c'est que vous êtes très intelligent. Voilà. Mais, donc, de toute façon, vous êtes un fraudeur. C'est une pensée qui est très répandue. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes gens de Sciences Po sont absolument convaincus que tout entrepreneur est fatalement un escroc, car on ne peut faire des activités économiques que de manière associative. Ce qui est complètement absurde. Ces jeunes gens, moi je pourrais leur expliquer, moi j'ai connu la Massif, très bien. La Massif qui est soi-disant une mutuelle associative, je peux vous dire que si demain matin vous avez l'intention d'aller vous faire élire comme membre de la mutuelle à la Massif, vous n'avez aucune chance, zéro chance. Parce qu'il faut d'abord passer par le système Massif, être ensuite adoubé par la Massif elle-même, pour pouvoir éventuellement être élu comme membre soi-disant mutualiste. Donc tout ça, escroquerie et compagnie. Donc si vous voulez, le capital est indispensable, il faut qu'il existe. Donc il y a des gens dont qui ont la fibre capitalistique, bon, ils font des affaires, c'est pas pour autant qu'ils sont honnêtes et qu'ils vont tricher avec le fisc. Bon. Donc cette théorie est absurde et en fait elle ne vise que à couvrir des mensonges du fisc. Donc on a vécu ça et donc au bout du bout, quand ça se passe mal, effectivement, certaines personnes un peu fragiles se détruisent, quoi. Se suicident, oui, absolument. Donc, j'ai écrit 2 billets sur ce sujet-là. Il y avait pour beaucoup d'entrepreneurs, je ne me souviens plus très exact, mais la mort est au bout du chemin. Et après, le dernier billet, où là, j'ai essayé de donner des statistiques et de dire en fin de compte que la mort d'un entrepreneur, comme d'un agriculteur, comme d'un artisan, qui se suicide parce que, en fin de compte, comme vous l'avez dit au début, il ne peut plus faire face à ses charges ou au fisc, ça n'intéresse personne. Et donc, ça disparaît complètement. Alors, ce patron en Alsace, je ne sais pas pourquoi il s'est suicidé, je ne sais pas du tout pourquoi il s'est suicidé. Alors, il y a la version officielle, c'est qu'il revenait, les affaires étaient difficiles, il revenait d'un entretien avec son banquier. Ça, c'est juste la version officielle qui tient 3 lignes. Et donc, ce banquier lui aurait théoriquement refusé un prêt. Bon, peut-être. Bon, il n'empêche que ce patron, parce qu'il s'immole, mais s'immoler, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas, moi, si je devais me suicider, ou je me tirerais une balle dans la tête, ou je prendrais des barbiturates, je ne sais pas. Mais m'immoler, ça demande quand même un courage certain. Et donc, quand on fait ça, c'est pour avertir. Oui, c'est sûr qu'il y a un message. Bon, et en fin de compte, il a disparu. Personne n'en a parlé, il a disparu, il y a juste un entrefilet le jour même, et après, c'était terminé. Et donc, je fais une comparaison, effectivement, avec ce député maire, ex-maire, ce sénateur ex-maire de Tours, là, qui avait eu quelques soucis, apparemment, avec la justice, et qui, lui, s'est suicidé avant son procès. Bon, alors là, ça a été un déferlement de bons sentiments, c'était quelque chose... Il y a quand même une différence, quoi. Oui, non, mais c'est sûr que dans notre société, à l'heure actuelle, il y a... la part de l'économie est tout à fait mésestimée et c'est dommage parce que c'est très important l'économie. Mais bon, effectivement, ce point de comparaison est important. Je ne pense pas qu'on puisse empêcher les gens de se suicider, mais c'est quand même lourde responsabilité d'être le responsable de la chose. Et quand l'État, à travers ses agents et à travers son système, désespère, parce qu'on parle de cet entrepreneur, il s'est évidemment suicidé à cause d'une pression que tous les entrepreneurs subissent, parce qu'aujourd'hui la pression fiscale et la pression des charges sociales
est anormalement élevé et fragilise à un point extrême les entreprises. Et ce qui fait qu'effectivement, les entrepreneurs sont sont en situation psychologique difficile, très parce qu'en plus, les trois quarts se sont endettés, ont cautionné sur leurs biens personnels, ce qui n'arrive, c'est pas les employés qui font ça, les patrons. Et donc, si ils passent à la liquidation, ils perdent tout, ils se retrouvent à la rue. Et ça, c'est quand même quelque chose de terrible. Oui, donc c'est effectivement quelque chose qui est assez difficile à vivre et qui est réel. Et effectivement, moi j'ai donc gagné, j'ai obtenu gain de cause par la Cour de cassation sur un problème fiscal qui était lié à la succession de la mère, sur lequel les services fiscaux avaient menti. 20 ans, hein? Oui, 20 ans. 20 ans de procès. 20 ans de procès. Et non, c'est pas 20 ans de procès, c'est 20 ans de procès, mais c'est que pendant ce procès, j'ai dénoncé le mensonge. J'ai poursuivi, c'est parce que le mensonge était absolument évident. Il y a eu des faux qui ont été faits, des faux. Hein. J'ai poursuivi donc les auteurs de ces faux au tribunal correctionnel. J'ai été systématiquement condamné. C'est-à-dire que j'ai été condamné pour 17 000 et quelques euros de dommages et intérêts à des gens qui avaient menti, dont la preuve était rapportée et dont finalement aujourd'hui on a la preuve absolue. Mais moi pendant ce temps, je suis passé pour un fou, parce que dans les différentes procédures en diffamation et tout, d'avocats qui représentent le fisc n'hésitent pas à dire que je suis un déséquilibré. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui est très difficile à vivre. Et les magistrats, c'est vrai qu'ils n'y attachent pas une très grande importance, ils ne m'ont pas fait interner. Donc je suppose qu'ils n'ont pas cru. Qu'ils n'ont pas cru l'avocat. Dans le doute, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Mais cependant, quand même, c'est une ambiance lourde de se faire traiter de déséquilibré, tout simplement quand on dénonce. Ouais. Alors, il paraît que les lanceurs d'alerte, il y a une loi en cours, les lanceurs d'alerte vont être protégés. Ouais, mais nous, on est des lanceurs d'alerte. Oui, mais c'est pas les lanceurs d'alerte contre Bercy qui seront protégés. Ah, nous, ça compte pas. Ça compte pour du beurre. Oui, ceux-là, non, c'est pas bon. Ceux qui dénoncent le système de Bercy, non. Bon. Même avec des preuves, hein, tout le monde s'en fout. D'accord. Bon, donc nous, on n'a pas le droit, on n'est pas lanceur d'alerte. Non, la preuve, on ne sera pas protégé. Bien, enfin, nous avons quand même la satisfaction, le plaisir du devoir accompli, puisque, si vous voulez, on expose cette réalité petit à petit, on arrive à la faire apparaître, à faire apparaître des preuves de ces choses qu'on dénonce, et on n'oublie pas que le but de notre blog, c'est quand même de modifier complètement. Le but de notre blog, c'est pas de ne pas payer d'impôts. Non, ce sont les 6 points. Voilà, le but de notre blog, c'est de modifier les contrôles fiscaux pour qu'ils soient justes et humains, et normaux. Voilà. Donc ça, je pense qu'on peut imaginer qu'on a des chances d'y arriver, parce qu'il n'y a pas de raison que c'est le dernier refuge. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est le dernier refuge de l'injustice. Oui, on est de la zone de non-droit. La zone de non-droit, c'est ça. Hein. Donc, j'espérais qu'on va y arriver. Bon, on va parler un petit peu, très rapidement, littérature, mais pour parler littérature très rapidement, on va quand même annoncer, parce que maintenant, je considère que vous avez suffisamment avancé pour qu'on puisse dire que vous allez le faire, parce qu'il y a déjà un moment que vous êtes en train d'y travailler. Et, oui, mais c'est pas facile de travailler avec la pression fiscale que j'ai toujours. On n'en avait pas parlé parce que moi je me disais, va-t-il aller au bout? Mais là aujourd'hui je suis convaincu que vous allez au bout. Alors donc Emmanuel est en train d'écrire un livre qui raconte l'histoire de la locomotive. C'est plus particulièrement l'histoire de 3 jeunes hommes qui veulent faire fortune. Parce que c'est ça, hein, qui veulent faire fortune et donc qui vont monter des entreprises et surtout la locomotive. Voilà. Alors donc, cette histoire... Sans argent. Oui, sans argent. En pensant que ça va être facile, alors que ça va être extrêmement difficile, évidemment. Très très difficile, tellement difficile qu'elle va finir en jus de boudin à cause du fisc. Oui, mais ça c'était... elle était montée, hein, je veux dire, on a réussi... Ça a marché, ça a réussi, ça a même réussi de manière exceptionnelle. Et ensuite, ça s'est déglingué à cause
d'un certain nombre de paramètres, mais tout particulièrement, et d'une manière prépondérante, à cause du fisc dont on met... Alors, je ne vais pas vous raconter de livre, bien sûr, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, je suis un lecteur privilégié, puisque je le lis au fur et à mesure qu'il est réalisé. Répondu. C'est passionnant. Alors, j'espère qu'un éditeur va s'intéresser à ce livre, parce que ça me fait beaucoup penser à un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelait José Giovanni, et qui avait écrit un livre qui s'appelait Le Trou, et qui a fait après de Giovanni un écrivain et un auteur, un metteur en scène complètement naturel, qui n'était pas du tout sophistiqué, qui était un type très vraiment pas compliqué, mais intéressant. Et là, moi, je retrouve un peu la même chose, c'est-à-dire cette ambiance complètement naturelle, dans une écriture qui est complètement naturelle aussi, et on est pris. Enfin, moi, je me tarde de savoir la suite. Donc, voilà. Donc, on parle. La suite et la fin, vous la connaissez. Oui, vous. mais non, pas tout, parce que quand même. Non, d'accord. Vous ne connaissez pas les méandres. Oui, mais... je connais pas. Non, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que si vous voulez, on a beau en parler, on n'a qu'une image, on n'a qu'une communication, si vous voulez. Et la communication, c'est toujours. Ça marche jamais bien, la communication, parce que ça dépend de la tête qu'on a, ça dépend de la manière dont on parle, ça dépend il y a plein de paramètres, si vous voulez, qui, quand vous communiquez avec les gens, il y a plein de paramètres qui parasitent cette communication. Alors, le livre, c'est pas pareil. Le livre, c'est pas pareil parce que le livre, c'est écrit. Ce sont des faits. Voilà, c'est tout à fait différent. Alors, donc je trouve ce livre tout à fait intéressant. Très bien. Donc, il me tarde qu'il soit fini, mais il y en a encore pour quelques mois. Parce que oui, j'en suis à 180 pages. Ouais. Alors, ensuite, moi, de quoi je voulais vous parler comme livre? J'ai un livre, là, j'ai lu ça, là. On a déjà parlé de celui-là. On a déjà parlé? Ouais. Il me semble, enfin, je vois un peu la couverture, enfin, je ne sais pas. Allez-y. Qu'est-ce que le chiisme, ça s'appelle? Alors, si j'en ai déjà parlé, vous m'excusez, parce que... non, mais c'était assez intéressant, parce que, si vous voulez, c'est la religion musulmane vue du côté des Iraniens. Ben, je ne crois pas que vous en ayez parlé, allez-y. Et ça englobe quand même la totalité, et on s'aperçoit que le credo de cette religion, essentiel quand même, c'est de séparer en deux l'humanité, d'un côté ceux qui savent, ceux qui sont initiés, les croyants, et de l'autre ceux qui doivent obéir. Donc ça explique beaucoup de choses, si vous voulez. Quand on met en place une religion où il y a d'un côté ceux qui savent, et de l'autre ceux qui doivent exécuter, on n'est pas loin du pouvoir absolu, et on n'est pas loin de la dictature. Et évidemment, ça dépend du sage qui sait. Si le sage qui sait est un homme, est un saint hors du commun, ça pourrait peut-être marcher, mais enfin, il y a un peu de chance. Enfin, c'est une théocratie, quoi. Ça veut mettre en place une théocratie. Ouais, ça met en place un système où il y a des couillons qui se font allumer par des gens qui font semblant de savoir quelque chose, qui savent pas c'est les autres. C'est le Moyen-Âge, quoi. Oui. Oui, c'est quelque chose auquel on a échappé. Voilà. On a mis beaucoup de temps pour y échapper. Oui. Enfin, on a encore toujours les énarques qui nous font croire qu'ils savent. Ça c'est une autre religion. Ouais, et qui ne savent rien du tout, Ah, et qui nous font croire qu'ils savent et qui nous emmerdent avec leur savoir. On a toujours ce problème-là. Bon, je crois que c'est terminé là, le temps est passé. Ouais. Alors, mais parce qu'après, et ça j'en ai parlé, quand même on sait 20 pas. minutes. Hein. Ah bon. Bien, alors on va vous dire au revoir, mais j'ai plus l'appareil pour éteindre. Il est là. Ah, il est là. Bon, eh bien écoutez, on va vous dire au revoir et puis à la prochaine fois. À la prochaine fois. Au revoir.